Bienvenue Yves Gauthier. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Yves Gauthier, je rappelle que vous êtes directeur général d'Orange Maroc. C'est en marge du 5e symposium que vous organisez sur la fibre optique et les bâtiments connectés. Voilà. Avant de revenir sur pourquoi les bâtiments connectés, pourquoi vous êtes allé sur les bâtiments, sur les opérateurs télécoms aujourd'hui mondialisés, ça donne quoi? Les opérateurs télécoms mondialisés, je dirais que d'abord, il n'y en a pas tant et plus d'opérateurs télécoms mondialisés. C'est quoi la tendance? Il y a moins d'opérateurs? Ça dépend des continents. Aux États-Unis, ils sont 3. En Chine, ils sont 3. En Europe, 150. En Chine, ils sont 3. Ouais. Et au Maroc, on est 3. Au Maroc, on est 3. C'est un peu plus d'1,5 milliard d'individus et nous, c'est 35 millions. Oui. Qu'est-ce qu'il faut y voir? En France, il y en a 4. Ils sont 60 millions. Donc, ce qui est clair, c'est qu'en Europe et d'ailleurs en Afrique, il y a plus de concurrence qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc plus de concurrence, les prix tirés vers le bas, mais en contrepartie des capacités d'investissement moins élevées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'auteurs, il n'y a pas de corrélation et de corollaire entre le nombre d'habitants, le nombre de population, donc de consommateurs et le nombre d'opérateurs dans un pays? Non. C'est quoi qui fait la différence avec aujourd'hui la mondialisation, la première G, la deuxième G, la troisième G, la quatrième G aujourd'hui et la cinquième G? Est-ce que le paysage un petit peu des télécoms et des opérateurs télécoms se modifier comment? En fait, quand on regarde l'évolution, effectivement, vous avez raison, l'évolution des opérateurs mobiles, on était parti de la 2G, donc qui était purement voix. Après, on a introduit un peu de data, ça s'appelait GPRS et Edge. Après, on est passé à la 3G, on est passé à la 4G. Chaque fois, c'est des investissements, c'est des fréquences supplémentaires, c'est beaucoup d'investissements. Et donc, c'est une des problématiques des opérateurs, parce qu'on doit générer suffisamment de cash pour investir. Mais les opérateurs télécoms, vous gagnez bien votre vie, généralement, globalement. Non, il ne faut pas penser ça. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, il y en a d'autres qui... C'est pas votre cas, vous? Difficilement, on va dire, parce qu'on a des investissements. Les fins de mois sont difficiles Je vais vous citer ce que me disait mon directeur financier quand j'étais en Hollande. Il disait, dans notre industrie, on a les investissements d'EDF et les frais commerciaux de Gucci. Donc, c'est un peu... Les frais commerciaux de Gucci, pour vous, c'est quoi? C'est très élevé. Alors, normalement, dans ces industries, soit vous avez une industrie qui est gourmande en investissement, mais où vous n'avez pas des coûts commerciaux très élevés. Je prends par exemple, effectivement, les sociétés d'électricité, elles ont des investissements énormes, mais il y a peu de concurrence. Soit elles ont des concessions, soit il y a peu de concurrence. Il y a parfois même des monopoles. Il y a parfois même des monopoles. Très souvent, voilà. Et nous, on a des investissements très élevés, mais une concurrence très forte, donc des coûts commerciaux très élevés. Et donc, toute la problématique des opérateurs, c'est d'arriver à générer suffisamment de cash pour pouvoir réinvestir et rester performant. Au niveau du Maroc, est-ce que vous considérez que vous, en tant qu'opérateur, la concurrence est hard? La concurrence est très hard au niveau du Maroc, mais elle est hard dans tous les pays. Parce que vous allez dire, si je peux me permettre de bourlinguer dans pas mal de pays, à travers le monde, Yves Gauthier, dans différents continents. Est-ce que ça vous fait marrer? Est-ce que la concurrence est plus hard ici que dans les pays de l'Est ou dans des contrées Non, je pense que en fait, la concurrence dépend du nombre d'opérateurs. Donc, plus vous avez, plus le nombre d'opérateurs est élevé, plus la concurrence est élevée. Donc, au Maroc, 3 opérateurs pour 34 millions d'habitants, c'est un ratio relativement élevé. C'est trop, 3 opérateurs? C'est trop. À deux, ça aurait pu fonctionner? C'est trop. Non, je sais pas, je vous demande. Non, mais c'est pas... Est-ce qu'il y aurait plus de business s'il y avait 2 opérateurs pour Orange, par exemple? Disons que ce qui est clair, c'est que 3 opérateurs, c'est des niveaux d'investissement qui sont relativement forts. Et si vous avez 2 opérateurs, effectivement, il y aurait plus de synergie. C'est-à-dire, Yves Gauthier, vous êtes en train de me dire, si je mets en place la machine à décoder, que s'il y avait eu 2 opérateurs, il aurait été plus facile pour les 2 opérateurs de se mettre d'accord pour mutualiser qu'avec 3 opérateurs. Non, c'est pas se mettre d'accord. Non, c'est pas se mettre d'accord. Se mettre d'accord sur les prix, pas d'entente au niveau des prix. Se mettre d'accord pour mutualiser, pour envisager aussi l'avenir proche, la 5G et la fibre optique aussi sous de meilleurs auspices. Quand on discute aussi avec les opérateurs au niveau du mobile paiement, on dit voilà, si les opérateurs télécoms s'entendaient entre eux, ça irait beaucoup plus vite. Vous voyez? Non, mais regardez, en France, il y a 4 opérateurs et c'est relativement mutualisé.
En Espagne, il y a aussi 4 opérateurs et je sais que Orange travaille beaucoup avec Vodafone, notamment sur les réseaux 4G pour faire du partage de ce qu'on appelle partage de RAN, partage du réseau d'accès, partage de fibres. Donc ça ne dépend pas que du nombre d'opérateurs, ça dépend, je dirais… De l'historicité du secteur. Ben, ça dépend, j'en sais rien si je savais, je crois que c'est… il me semble que quand vous êtes justement un opérateur mondial, que vous opérez dans beaucoup de pays, vous comprenez tout de suite l'intérêt de partager, parce que vous n'avez pas forcément la même position dans tous les pays. Dans un pays, vous allez être challenger, dans l'autre, vous allez être dominant, mais vous avez toutes ces problématiques-là. Donc vous comprenez l'intérêt du partage. Alors peut-être… je ne sais pas, au Maroc, on manque peut-être un peu de maturité, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de partage d'infrastructures entre les opérateurs. Justement, à la veille de la 5G, de la fibre optique, tout ce qui va nous tomber dessus, vous nous arrivez de face, en tout cas, mais on est prévenu. On fait comment? Enfin, de face, ce n'est pas une menace. Hein. Non, mais de face, c'est une opportunité. Si on ne s'y prépare pas bien, c'est le vent de face. Donc, le vent de face, c'est un peu compliqué. Donc, sa transformation digitale de face, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on sait… Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? L'état d'esprit, une modification de la loi, une nouvelle loi qui vient compléter la précédente? Non, je pense qu'il y a ce qu'il faut en termes de textes de loi. Après, il faut que ces textes soient appliqués et il faut que le régulateur ait la possibilité d'intervenir quand ce n'est pas appliqué. Mais aussi, au-delà des textes réglementaires, il faut une volonté. S'il n'y a pas la volonté, on pourra mettre tous les textes au monde. Une volonté politique? Non, une volonté entre les opérateurs. D'accord. Une volonté entre les opérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui les 3 opérateurs sont sur la même ligne, se dire de toute façon l'avenir c'est la fibre? Et on ne pourra pas faire route, même si aujourd'hui il y a un opérateur qui est plutôt sur la DSL, donc il est en train de faire le grand écart entre la DSL et la fibre, si j'ai bien saisi les enjeux. Vous, c'est à fond sur la fibre. Oui. Et le troisième, c'est wait and see, j'attends de voir. Ah non, moi est-ce que c'est un peu ça le paysage actuel? Moi, je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux parler que pour moi. D'accord, parlez pour vous. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, l'avenir à la fois des opérateurs et l'avenir même économique d'un pays, ça passe par le haut débit et le très haut débit. Aujourd'hui, vous avez le très haut débit mobile et le très haut débit fixe. Le très haut débit mobile, c'est la 4G, demain la 5G. Le très haut débit fixe, c'est la fibre. Donc nous, on prend les décisions pour aller dans ce sens-là. Vous, c'est 100% fibre? Nous, c'est 100%. Aujourd'hui, c'est clair que je n'irai pas faire du dégroupage sur le cuivre aujourd'hui. Pour moi, le cuivre est une technologie dépassée et je ne veux pas investir sur une technologie… C'est pourtant toujours utilisé par les promoteurs immobiliers, par ceux qui construisent des bâtiments aujourd'hui au Maroc. Il y en a, oui, mais si vous voulez, un promoteur immobilier, il faut qu'il ait toutes les informations qui lui permettent de faire des choix. Jusqu'à présent, par définition, il faisait du cuivre. Du réseau cuivre parce qu'il n'avait pas le choix, il n'avait pas d'alternative. Il n'y avait pas d'alternative ou il la connaissait mal. Donc c'est d'ailleurs une raison de ce symposium. Oui, c'est de ramener tout le monde… Connecter la fibre optique avec les bâtiments connectés. Les bâtiments connectés, mais c'est de ramener tous les gens qui interviennent autour de la fibre. Alors il y a les promoteurs immobiliers, il y a les architectes, il y a les bureaux d'études, il y a les collectivités locales, il y a tout l'écosystème. Et donc une fois que tous ces gens-là ont acquis la connaissance par rapport à la fibre, c'est sûr qu'ils n'iront pas sur le cuivre. C'est-à-dire acquis la connaissance, pour quel type de connaissance? C'est savoir aujourd'hui, parce que savoir en quoi consiste la fibre, quel est le coût de la fibre, comment ça se… Est-ce que c'est un argument de vente aussi quand on est promoteur immobilier, qu'on construit un logement? Exactement, bien sûr, c'est un argument de vente. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas forcément, alors qu'on va vers la connexion et le très haut débit. À mon avis, quand on construit des maisons, on ne les construit pas pour 2 ans, on les construit pour 30 ans. Oui, la durée d'un crédit, c'est 20 ans, on fait 5 ans. Non, mais moi, c'est le moment de se dire aujourd'hui, c'est quoi? On va tendre aussi vers un engagement, parce qu'il faut un engagement aussi des autorités publiques, aux côtés des opérateurs télécoms, de se dire grosso modo, seront délivrés des permis de construire aussi, avec l'obligation pour le promoteur immobilier d'avoir un réseau fibré, non pas un réseau cuivré. Ça, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on tend vers ça aussi? J'espère, oui. Est-ce que vous militez pour ça? Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que c'est une technologie qui ne coûte pas plus cher que le cuivre, qui coûte d'ailleurs moins cher, qui a une durée de vie supérieure et qui offre des débits largement supérieurs. Donc il est clair que je dirais que tout le monde a intérêt, le pays, nous,
les consommateurs, tout le monde a intérêt à ce qu'on fibre le maximum. Et vis-à-vis du secteur économique, vous avez dit tout à l'heure, si j'ai bien retenu, que la fibre, la 5G haute, c'est un enjeu économique pour tout un pays, toute une nation. Oui. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'on est conscient de cet enjeu ou pas Moi, je pense que Parce que oui. vous savez qu'on est en train de rénover, de chercher, on se creuse la tête pour essayer de retrouver un nouveau modèle de développement, pour un nouvel essor économique du pays, entre autres. Donc, est-ce que ça passera? Est-ce que la 5G, la fibre et autres, ça peut être aussi un levier, ça peut faire un effet de levier? Clairement, si je prends par exemple la zone de Tanger, l'industrie automobile, s'il n'y avait pas la fibre, ils ne seraient pas implantés. C'est clair, ils sont tous reliés à des systèmes de gestion qui sont, par exemple, PSA, qui sont en France. Pour le transfert des données, en fait. Voilà, et s'il n'y a pas du très haut débit entre la France et le Maroc, ils ne se seraient pas installés. Donc, si demain, on veut développer le sud du Maroc, il faut fibrer. Il n'y a pas le choix, parce que les entreprises ont besoin de ça maintenant pour travailler. Donc, l'enjeu pour l'entreprise aussi, parce que il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, le président Emmanuel Macron a commandé une étude en forme de bilan sur la transformation digitale pour la PME. On a vu que la France était très en retard, d'ailleurs, par un certain nombre de pays européens. Est-ce que vous avez, par rapport à la fibre, posé aussi et porté les enjeux économiques dans différents secteurs d'activité? Je sais que ça se fait en France, par Orange, que ce soit au niveau des transports, que ce soit dans le secteur industriel, dans le retail et autres. Est-ce que aussi, pour qu'il y ait parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut informer, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Pourquoi ce travail n'est pas entamé? Le travail est entamé, mais c'est ce qu'on appelle des verticales, c'est-à-dire d'être capable d'adresser non seulement la connectivité, mais aussi les services applicatifs dans un domaine. Ça peut être la santé, ça peut être l'industrie automobile, ça peut être... Et donc, aujourd'hui, on commence à avoir des verticalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être capable d'apporter aux entreprises de la connectivité. Après, l'applicatif, alors l'applicatif, ça peut être le cloud. Alors, comment on peut l'apporter? Soit un cloud public, soit un cloud privé. Et ça, on sait faire aussi. C'est un réservoir data? Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hébergement, le hosting. Après, je ne sais pas si vous avez vu, on a lancé Orange Cyber Defense au Maroc. Oui, là, j'ai vu, il y a le 10 avril dernier. Voilà, c'est une filiale en fait qui va assurer la circulation et la sécurité des données d'entreprises françaises dans la région, en Afrique? De toutes les entreprises qui ont envie qu'on s'occupe de leur sécurité informatique. Protéger leurs données. Protéger les données. Alors, protéger les données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire observer le trafic, ça veut installer ce qu'on appelle des firewalls, des barrières de protection contre les attaques. C'est monitorer le trafic de l'entreprise pour voir qu'ils ne sont pas sujets à des attaques. C'est détecter les virus qui peuvent être implantés. Donc, c'est tout ça. Alors, vous pouvez le faire soit sur des offres sur mesure pour les grands groupes. Vous l'avez fait avec quel fournisseur technologique? Il y a plusieurs fournisseurs. Je sais qu'il y a une guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Huawei qui est là, qui est supposé être un peu le suppôt du pouvoir politique chinois. Donc, Donald Trump voit ça d'un mauvais œil. Et voilà, en fait, il pourrait travailler aussi pour les services secrets chinois. Donc, c'est pour ça que je pose la question sur le fournisseur, parce qu'il y a aussi ce risque-là aussi d'avoir... Non, mais ça, c'est pour revenir au truc de Huawei, c'est sur les cœurs de réseau 5G. Oui. Aujourd'hui, premièrement, il n'y a pas de cœur de réseau 5G au Maroc. Et ensuite, donc Orange Cyber Defense travaille sur de l'applicatif qu'ils amènent, soit eux-mêmes, soit avec des sous-traitants. Mais aujourd'hui, Orange Cyber Defense propose ses propres solutions. Alors, il y en a qui sont développées par des sous-traitants, il y en a qui sont développées par eux, mais Orange Cyber Defense, c'est de l'applicatif, et c'est du monitoring de trafic, ce qu'on appelle le trafic IP. Huawei aussi a cette capacité aussi dans la région. Huawei est un fournisseur, fournisseur de hardware, et fournisseur de hardware, fournisseur de solutions. Sur la partie cyber défense, Orange Cyber Defense ne travaille pas avec Huawei sur la partie hardware. Et la partie software, c'est eux qui... Non, parce qu'il y a d'autres pays du continent qui travaillent avec Huawei. Mais moi... Nos voisins tunisiens, par exemple, l'Égypte, voilà, c'est pour ça que je pose cette question-là, avec aussi des soupçons, en tout cas du côté des États-Unis, de la Maison-Blanche, Washington dit attention, parce que, voilà, soyons méfiants. Oui, non, mais ça c'est... Parce que c'est un enjeu...
c'est une opinion qu'ont les États-Unis. Oui. J'en sais rien. Moi, j'avoue que Huawei, par exemple, est un fournisseur de ce qu'on appelle un réseau radio. Ils ne sont pas le fournisseur du cœur de réseau, ils sont fournisseurs de la radio. Après, jusqu'à présent, on n'a pas relevé de problèmes particuliers. On parle un peu de sous? Eh bien, oui, il faut toujours en parler des sous. Je ne vais des sous. pas vous demander de me prêter des sous, de m'avancer des sous, mais simplement de se dire... Pourtant, j'en ai sans. C'est vrai, tous ces déploiements, parce que vous avez dit, de toute façon, il est nécessaire qu'à travers le pays, on déploie. Ouais. Quand est-ce qu'on va commencer à déployer? À quelle vitesse? Et ça va coûter combien? Et qui va payer surtout? Alors, on a commencé à déployer. Alors après, on pourrait déployer plus vite si on avait une possibilité d'utiliser les fourreaux. Les fourreaux? Les fourreaux, c'est des tuyaux dans lesquels on passe un câble de fibre. Ah, c'est fini les grands espaces où en fait on creusait, on foutait le... donc maintenant, aujourd'hui, on a gagné en technicité on gagne en technicité, en finesse parce qu'un câble de fibre, c'est très fin. Hein. D'accord. Et donc, on n'a pas besoin de destroyer tout un trottoir, c'est ça? Non, et d'ailleurs, on a obligé... Parce qu'avant, c'était ça. Oui, et on a obligé nos sous-traitants à utiliser ce qu'on appelle des nanotrancheuses, c'est-à-dire qu'ils font des tranchées de 3 cm de large et qui sont en même temps rénovées. Donc grâce à la 5G et à la fibre, on aura au moins des opérateurs et des soigneux. Le travail qui sera fait, c'est ça? En tout cas, Orange sera soigneux. Voilà. Moi, je ne peux pas m'engager pour les autres. Donc, c'est quoi l'échéance, le déploiement l'échéance de déploiement... vous êtes sur les ondes dynamiques aujourd'hui? On a commencé, je dirais, vous en avez parlé tout à l'heure, en équivalent logement. Donc, aujourd'hui, il y a 180 000 équivalents logements qui peuvent accéder à la fibre Orange. Oui. Après, bien sûr, il faut qu'ils le veulent. Qu'ils le veuillent, pardon. Encore faut-il qu'ils voient les avantages aussi? Il faut qu'ils voient les avantages. C'est quoi les avantages? Les avantages, demain, au-delà de votre opérateur, je suis sur du très haut débit, je suis sur de la 5G, j'ai tout. Est-ce que je vais avoir une meilleure qualité d'image? Est-ce que je vais avoir plus de chaînes télé si je regarde la télé? Est-ce que ça va interconnecter beaucoup plus de mobiles dans la maison et de tablettes? C'est quoi Mais bien sûr, parce qu'il y a une contrepartie où ça va coûter des sous donc. Non, la fibre, l'avantage de la fibre, c'est effectivement du très haut débit. Aujourd'hui, on a une technologie qui va jusqu'à 200 voire 300 mégabits. On est en train de faire avec la technologie XGPON, on va de 1 giga à 2 gigas. Donc c'est le débit. La fibre, c'est le débit. Ça veut dire tout va plus vite. Alors tout va plus vite. Alors la grosse différence entre un réseau fibre et un réseau radio, c'est que le réseau fibre est un réseau dédié aux clients et le réseau radio, c'est toujours un réseau partagé. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de monde sur la même antenne, automatiquement, le débit baisse. Donc, dans la technologie mobile, les débits qu'on donne, ce sont des débits, ce qu'on appelle best effort. Mais il n'y a pas de débit garanti. Alors que sur la fibre, vous pouvez garantir un débit, puisque le client est seul sur sa fibre. Donc, il y a un potentiel marché aujourd'hui de combien de ménages? Si vous voulez, on dit... grosso modo, le Maroc, parce que je me dis, je vais mettre ça, et puis y mettre aussi le coût de l'investissement, histoire de voir le retour sur investissement, le rapport qualité-prix. Si on regarde aujourd'hui, il y a à peu près 1 200 000 lignes ADSL. Il y a 8 millions de foyers. On dit qu'il y a à peu près 1,5 million de lignes ADSL. Je dirais qu'il y a un potentiel à peu près pour 2 millions de clients fibrés. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de clients fibrés, abonnés? Là, on ne communique pas les chiffres parce que ce n'est pas public, mais c'est très peu. Si je dis 50 000, 60 000, c'est moins que ça. C'est moins que ça, c'est 40 000. Parce que le chiffre de 2018, je tombais sur le chiffre de 45 000. Oui, mais ça, à la fois Maroc Télécom et nous. Non, mais fait le global. Global, il y a plus. Pour moi, il y a à peu près. L'enjeu pour vous en termes de 70-80 000. Modèle économique, ratio investissement et nombre d'abonnés, parce qu'il faut bien que vous gagnez votre vie. Oui, mais la fibre, si vous voulez, vous investissez, vous pensez que vous faites un investissement pour une bonne dizaine d'années. Donc, ce n'est pas une rentabilité immédiate. L'investissement de départ, c'est autour d'une fourchette? Non, c'est proportionnel au nombre de logements que vous c'est par tranche? Oui. D'accord, et là, il y a quoi? Il y a un zoning qui est fait? Vous faites un zoning, vous faites un zoning, on équipe les immeubles et on met une boîte dans chaque immeuble qui permet de raccorder les occupants de l'immeuble. Alors, ce qui est en coût incompressible, c'est le raccordement de l'immeuble. Et après, ce qui est en coût variable, c'est effectivement la connexion entre la boîte et chaque client, puisque vous envoyez une équipe pour câbler. Et ça, c'est pour les
particuliers, j'ai envie de dire. Oui, pour les particuliers. Et pour l'entreprise? Pour l'entreprise, c'est à peu près pareil, sauf qu'au lieu d'avoir une boîte d'immeubles, vous avez une boîte pour l'entreprise. Mais je veux dire, vous allez voir les PME, vous allez voir plutôt les industriels, plutôt le secteur des services, parce qu'en fait, si j'ai bien saisi, je pense que votre regard, c'est vous l'expert. Oui. Au-delà du fait d'être directeur général, voilà, c'est que vous êtes l'expert. C'est-à-dire, voilà, il y a plusieurs pays qui ont plusieurs démarches. Moi, j'ai regardé du côté de l'Hexagone, puisqu'on est arrimé sur beaucoup de choses au niveau de la France, et il y a tout un travail qui est fait par votre homologue, Stéphane Richard, qui a une approche sectorielle. Secteur de la santé, secteur du tourisme, secteur de l'industrie. Pas pour la connectivité, ça c'est pour l'applicatif. Mais pour la connectivité, en fait, en fibre, vous dites je vais fibrer une zone. Et à ce moment-là, vous fibrez à la fois pour les gens qui sont en business, on va dire, pour les professionnels, et pour les particuliers. Puisque une fois que vous avez fibré une zone, le coût est marginal d'aller adresser un particulier ou d'aller adresser un business. Par contre, par exemple, je prends l'usine PSA à Kenitra. Alors là, on a tiré un câble fibré exprès pour eux, parce que les besoins sont beaucoup plus importants. Donc je dirais, pour les grands industriels, c'est de la fibre dédiée. Et pour les professionnels et les particuliers, on a une approche par zone. Et pour les transports en commun, par exemple? On parle de Smart City, de Smart Région, certainement aussi dans quelques années. Alors, les smart... il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de connecter aussi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que les voitures autonomes aussi. Il y a d'autres enjeux aussi qui peuvent directement nous concerner. Dans les smart cities, vous pouvez avoir la gestion du trafic avec les feux de croisement qui sont monitorés. Vous pouvez avoir bien sûr les caméras, les capteurs, le Wi-Fi, vous avez tout ça. Donc, est-ce que ça, ça peut être d'actualité demain? Ça peut être d'actualité demain. Mais ça ne l'est pas aujourd'hui? Non, ça ne l'est pas aujourd'hui parce que ça ne peut pas être que des projets opérateurs. Il faut que ce soit un projet qui, bien entendu, fasse intervenir aussi les villes, les communes, les gouvernorats. Donc ça ne peut pas être un seul projet opérateur parce que c'est des projets complexes. C'est souvent un partenariat public-privé parce que, je dirais, installer des caméras, ça relève de la sécurité. C'est de l'implication des autorités publiques. Voilà, exactement. Donc ça fait intervenir beaucoup de monde. Mais pour développer le secteur, parce que je pense que vous avez dit, voilà, il y a un accroissement, je veux dire, c'est des investissements lourds, donc même sur des cycles de croissance d'une décennie, pour commencer à un petit peu à rentabiliser, c'est qu'il faut aussi nécessairement trouver des sources aussi de financement, aussi je me dis, voilà, en connectant les véhicules autonomes et transports collectifs, le secteur industriel, le secteur du retail, voilà, tout ça, ça permet aussi de créer une dynamique d'ensemble, me semble-t-il, parce qu'autrement, on va mettre 40 ans. Non, on ne mettra pas 40 ans, mais ce qui est clair, c'est que plus il y a de monde qui... c'est pour ça que je me dis... bien sûr. Je veux dire, le modèle économique ne peut pas reposer sur les particuliers, sur les ménages. Non, pas que, mais déjà, il faut que le modèle pour les particuliers soit profitable, je dirais, au bout d'un certain temps. La fibre, vous n'avez pas de retour sur investissement avant 3-4 ans. Donc, ce qui est clair, c'est que donc, si vous n'avez pas de retour d'investissement avant 3-4 ans, vous avez besoin d'avoir du cash pour investir, puisque au départ, vous n'en générez pas assez. Donc, certes, il faut essayer de minimiser ce cash. Et pour le minimiser, c'est effectivement partage d'infrastructures, c'est ouvrir que par exemple, je sais pas, les réseaux de l'eau, les réseaux d'électricité, pouvoir utiliser leur génie civil pour faire baisser ces coûts. C'est pas le cas aujourd'hui. Pardon ? C'est pas le cas aujourd'hui. On est réseau. On est en train de faire des essais avec la LIDEC, avec Amendis à Tanger, pour essayer d'utiliser les canalisations des eaux usées. Parce que tout ça, c'est des chantiers ouverts au Maroc. Il y a plein de choses qui ont été faites, réflexion des trottoirs, on va dans différentes villes. Oui. Donc je ne voudrais pas qu'on finisse les trottoirs, qu'on finisse tous les réseaux d'assainissement et qu'ensuite, ah mince, on a oublié la fibre. Et qu'on se remette à recreuser. J'ai peur de ça. Oui, mais rassurez-moi, c'est pas ce qui va se passer. J'espère que non. Et justement, il y a une ville, c'est Fès qui l'a fait, quand ils font des travaux, ils prévoient et ils demandent à tous les opérateurs, est-ce que vous êtes intéressés ? Et si un opérateur fait des travaux, oui, pour le moment, mais je pense que ça va se généraliser. C'est à partir du moment où il y a des travaux, on demande aux opérateurs, est-ce que vous êtes intéressés ? Et si un opérateur fait des travaux, il doit aussi demander aux autres opérateurs. Parce que la logique ne voudrait pas que ce soit une obligation. Il faudrait que ce soit une espèce de cahier des charges étatique. Bien sûr. Il faudrait que ce soit une nouvelle loi où il a NRT, complément
complète une loi précédente, mais qu'en fait, c'est ça qui soit généralisé. Oui. C'est l'obligation, avant de creuser, que ce soit assainissement pour de l'eau ou pour l'électricité, c'est qu'il y ait un couloir pour la fibre. Obligatoire. Oui, voilà, non, mais bien sûr. Oui, c'est sûr qu'il faudrait le faire. Il faudrait le faire sur les autoroutes, il faudrait le faire sur les voies de chemin de fer, il faudrait le faire partout, puisque c'est effectivement, c'est comme ça qu'on va la déployer plus rapidement. Avec l'arrivée du TGV aussi, tous ces plans-là, est-ce que vous... Ah, ça vous fait sourire. Non, mais l'arrivée du TGV... Partout en Europe, le ferroviaire, la fibre optique s'est adossée au ferroviaire, et puis le ferroviaire s'est adossé à la fibre optique. C'est bien ça, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, mais... Je veux dire que chez nous, ça peut se produire aussi. Mais certes, mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'on déploiera plus facilement de la fibre qu'une voie TGV, ça ira plus vite. Donc je ne compte pas trop sur les voies TGV pour déployer la fibre dans le Maroc. Il y en a une, c'est très bien, mais une voie TGV, il faut 4-5 ans pour le construire. Donc un câble de fibre, normalement 100 km en un mois, vous le tirez. Donc, et par rapport, vous avez vu, en fait, il y a toute une politique, une approche territoriale aujourd'hui, 12 régions. Oui. Est-ce que vous avez une approche par région aussi? Parce qu'il y a des régions riches, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger. Oui. Il y a des régions qui le sont beaucoup plus modestes. Comment vous allez appréhender ça? Alors, en termes d'investissement et de retour sur investissement. Si ça prend 10 ans à Casablanca, ça risque de prendre beaucoup plus longtemps dans certaines régions. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, quand on est un opérateur, on essaie d'aller dans les zones qui sont rentables. Alors, mais on se doit d'aller dans les zones qui ne le sont pas. Et il y a un fonds qui s'appelle le Fonds du service universel, qui est justement fait pour ça, pour couvrir les zones blanches et pour inciter les opérateurs, en subventionnant leur investissement, à aller dans les zones qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, c'était fait pour le mobile, la loi le prévoit pour le mobile et le fixe, et il faut qu'il y ait des programmes de service universel sur la fibre. Ça, c'est obligatoire. Mais ça d'abord, est-ce que ça peut venir dans un premier temps, dans un second temps, dans un troisième temps? Non, ça peut venir de suite. Ça peut venir de suite. Est-ce que vous n'avez pas nécessairement besoin d'abord de bien couvrir géographiquement les zones urbaines dynamiques, le tissu économique, et puis ensuite, effectivement, aller sur les zones un petit peu retirées, beaucoup plus modestes? Est-ce que c'est pas ça la logique aussi d'investissement et de rentabilité? Ça serait une logique effectivement économique et rentable, mais je pense que on ne peut pas seulement raisonner comme ça. Il faut raisonner en termes d'infrastructures au niveau d'un pays, et il est clair qu'il faut trouver les moyens pour aussi adresser les zones qui sont moins rentables. Et la seule façon, c'est d'utiliser ces fonds. Alors ça peut être des fonds services universels, ça c'est des fonds qui sont générés, qui sont pris sur le chiffre d'affaires des opérateurs. Ça peut être des fonds sur les régions, sur les communes, et ça peut être des investissements, c'est ce qui se fait beaucoup en France, public-privé. C'est-à-dire que la commune va payer une partie et l'opérateur va payer l'autre partie. Parfois bienfaiteur aussi. Parfois bienfaiteur aussi qui se greffe au bienfaiteur, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bienfaiteurs comme ça, mais du moins, je dirais que les fonds, les projets publics-privés en France marchent très très bien. C'est duplicable chez nous parce que nous bien sûr, c'est duplicable. Ça a traîné un petit peu, mais apparemment ça devrait partir, là, TPP. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant et plus pour le moment, mais je pense qu'effectivement, il faut regarder ça. Mais déjà, si on étend le fonds du service universel sur des projets fibres, ça va bien aider. 5G, la fibre, c'est pour quand chez nous? La 5G, quand j'ai découvert hier soir en préparant l'émission et votre venue que l'Égypte et le Caire allaient pouvoir accueillir un déploiement 5G au mois de juin prochain, c'est-à-dire dans 2 mois, je me suis dit à Casablanca, c'est pour quand? L'Égypte, ils ne l'ont pas encore déployé à mon avis. Ça, en tout cas, c'est annoncé ils n'ont pas encore déployé. À titre expérimental, en tout cas, c'est lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Égypte, au Caire. À titre expérimental pour être complet. Voilà, expérimental peut-être. Après, la 5G, je pense qu'il y en a encore pour 1 ou 2 ans, parce qu'il faut libérer les fréquences pour la 5G. Après, ça va aller vite, non? Pas tant que ça. Même ça, on n'est pas sur le haut débit, là? Si, mais si vous voulez, le mobile... Non, je veux dire en termes de décision, est-ce qu'on est sur du haut débit? La 5G, c'est du très haut débit. C'est du très haut débit, mais il faut regarder la 4G, vous atteignez des vitesses de 400 mégas. Donc, je dirais, il ne faut pas penser que demain, la 5G, ça va être... c'est un pas de plus que la 4G. On dit qu'aujourd'hui, entre Londres et New York, c'est une fraction de seconde à la vitesse à laquelle circulent les données.
Parce qu'avec la 5G, c'est ce qui va se passer aussi. Mais la 5G, si vous voulez, quand vous avez une chaîne, vous avez la vitesse, c'est toujours la chaîne du maillon le plus faible. Donc vous pouvez avoir une 5G avec une latence très faible. Si vous êtes à 3000 ou 4000 km, vous aurez une latence sur la fibre. Donc, si vous voulez, la 5G, elle est... Je veux dire, ça va aller aussi vite chez nous que ça ne va en Europe ou aux États-Unis ou en Corée. Oui, ça va être la même vitesse. Oui, bien sûr. Oui, on emploie les mêmes technologies. Hein. Et si vous regardez, vous voyagez certainement beaucoup, si vous regardez la qualité de la 4G au Maroc, elle est pas mal du tout. Hein. On n'a rien à envier. Ceux qui disent qu'elle est parfois meilleure ailleurs. Oui, mais bon, enfin, moi, je vais de temps en temps en France et je peux vous dire que la 4G au Maroc est pas mal du tout. Hein. Donc pour vous, c'est 2021, la 5G au Maroc? Je ne sais pas, c'est parce que ça, c'est une décision du régulateur, c'est une décision, je dirais, ministérielle, hein, et puisqu'il va falloir mettre en vente des fréquences, des licences. Après, si vous voulez... moi, je ne pense pas, pour être très franc, que ça va nous changer la vie beaucoup. Hein. Ça ne va pas nous changer la vie? Ce n'est pas une rupture, pas une rupture technologique, c'est une évolution. C'est une nouvelle ère, non? Non, c'est une évolution. On a passé la 3G et la 4G. Bon, c'est une évolution, on est très content. La 4G va plus vite que la 3G, c'est clair. La 5G ira plus vite que la 4G. Mais de dire demain, avec la 5G, tout va être rose, non. Non, c'est pas tout va être rose, mais tout va aller beaucoup plus vite. Tout va aller beaucoup plus vite, mais... Peut-être tout ce qui est, moi je vois dans notre domaine, par exemple les médias, ça veut dire que c'est une appétence pour les médias numériques. Oui, mais il faut bien voir que la 5G va nécessiter énormément plus de sites que la 4G. Il faudra certainement multiplier le nombre des sites par 2, voire par 3. Je ne pense pas qu'on puisse construire un réseau 5G en un jour. Il faudra compresser les coûts aussi. Il faudra que l'opérateur public soit moins gourmand vis-à-vis des... Non, mais les loyers, les locations. On paye les locations de sites aussi. Donc, si vous voulez, il y a derrière un business plan à faire. Moi, franchement... pour le moment, je trouve que si on fait 4G, si on fait bon développement de la fibre, bon, la 5G arrivera, il faut qu'elle arrive, mais je crois qu'on sera bien armé déjà. Le déploiement de la fibre, c'est déjà le préalable pour l'arrivée de la 5G, c'est ça? Ah oui, ça c'est sûr. Tous les sites 5G devront être fibrés, tous. Donc ça veut dire que c'est deux technologies aussi, si j'ai envie de dire, qui sont parfaitement complémentaires. C'est totalement complémentaires. Et en fait, notre stratégie à nous, c'est de nous approcher le plus près possible du client en fibre. Après, on terminera soit en fibre, soit en 5G. Mais il faudra de toute façon s'approcher le plus près possible du client en fibre. Le client fibre, c'est aussi un individu comme moi, un modeste individu qui va devoir payer aussi à la fin du mois. Oui. Est-ce que ça va être plus cher, moins cher, ou on va sur les mêmes prix en fait, que ce que j'ai en termes de dépenses technologiques aujourd'hui? Si on regarde, les prix du mobile ont plutôt baissé. Oui. Après, pour faire baisser les prix sur le fixe, il y a deux façons. Il faut faire baisser les coûts. Ça, c'est le partage d'infrastructures qui peut faire baisser les coûts parce qu'en fibre, le coût, 60% des coûts, voire 70%, c'est du génie civil. Si on arrive à enlever ça, le coût baisse, donc le prix baisse. Donc, qu'est-ce qui fait baisser les coûts et qui augmente la qualité? C'est toujours la concurrence. Donc, s'il y a plus de concurrence sur le fixe, les coûts vont baisser, la qualité va augmenter. Donc on est dépendant en fait d'une interconnexion des opérateurs. C'est pas de l'interconnexion. Interconnexion intelligible et intelligente au service du client final. C'est pas trop l'interconnexion. ce serait plutôt le partage des infrastructures et notamment pour l'opérateur dominant. Non, mais je veux dire interconnexion pas dans votre jargon à vous et votre vocable. C'est l'interconnexion entre objets connectés. On parle d'objets connectés avec la 5G. Oui, on parle d'objets connectés. Voilà, donc espérons aussi pour le consommateur final que les opérateurs seront interconnectés pour la facture. Oui, ça c'est clair que, comme je l'ai dit, plus il y a de concurrence, plus les prix baissent. On a très bien vu que les prix ont baissé sur le mobile parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Les prix n'ont pas tellement baissé sur le fixe parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence. Beaucoup de technologies aussi. Vous avez été concurrencé aussi avec WhatsApp, avec plein de choses aussi qui ont fait qu'il y a eu un impact direct ou indirect sur les coûts, sinon téléphonie. Non, je pense que les prix ont baissé du fait effectivement de la concurrence, du fait aussi de nos coûts qui, notamment, c'est clair que la 4G, le hardware 4G est moins cher que le hardware 3G. Donc il y a aussi un impact naturel et une réduction des coûts naturels.
Oui. Il n'y a pas que le bien vouloir des opérateurs, c'est ce que je veux dire. Non, mais si vous voulez, les opérateurs sont comme toutes les industries, ils essaient d'être profitables et ils adaptent leurs dépenses à leurs revenus. Ça, donc ce qu'on retiendra essentiellement, la 5G pas avant 2021, Yves Gauthier. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut retenir, moi je crois que ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'on doit développer le haut débit, qui soit fixe ou mobile, et on doit penser, et comme je l'ai dit, la 5G n'est pas une révolution, mais est une évolution. Et donc, il faut évoluer. Ça, oui. Et il faut faire évoluer le très haut débit. Donc, il faut vivre avec son temps. Eh bien, tant qu'à faire, oui, c'est pas idiot. Merci en tout cas, Yves Gauthier. Je rappelle que vous êtes directeur d'Orange Maroc. Je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.